Ok, donc là on va vers le deuxième compte rendu, procès Onana, 6 ONG dans survie, Fédération internationale des droits de l'homme, etc. Contre Onana et son éditeur de la maison d'édition Toucan, qui a publié le livre sur l'opération turquoise. Voilà. Alors, la chose peut-être la plus bizarre de ce procès, c'était que ils n'ont jamais voulu aborder l'histoire. Donc ils ont dit carrément les juges et ceux qui accusaient, ah non mais ici on n'est pas en train de discuter l'histoire, juste le mot génocide. C'est très problématique de décontextualiser ce qu'on est en train d'analyser. Mais ça n'a vraiment aucun sens logique. Mais c'est un peu ça le droit international pénal. Hein. Alors là, je vais vous montrer, ici on a la fontaine de Trevi. Naturellement, il faut que vous voyez, je crois qu'ils sont en train de faire des travaux là. Je n'avais pas vu ça comme ça. C'est dommage quand même, c'est assez impressionnant. Ah ouais, ils sont en train de faire des boulots là. Ou probablement, vous savez, ils sont en train de l'améliorer. Donc voilà. Donc le fait de ne pas contextualiser ce dont on parle, c'est quand même assez grave, non? C'est assez grave de dire, on ne va pas discuter le contexte historique. Donc tous les témoins, 18 témoins de la part de Charles Onana, c'était des témoins qui venaient par exemple, certains étaient un monsieur des renseignements avec Paul Kagame, d'autres étaient des gens qui étaient dans l'opposition contre Habyarimana, d'autres étaient avec le régime Habyarimana, d'autres étaient des droits de l'homme, des gens qui travaillaient pour les droits de l'homme au Rwanda. D'autres étaient une femme, par exemple, qui avait vécu les événements. Luc Marshall, dont je voulais parler aujourd'hui, le premier témoin, qui était quand même le chef de l'UNAMIR, de la mission des Nations Unies de Kigali, secteur Kigali. Voilà. Et après, il y avait aussi un ambassadeur, Swindon. Très intéressant aussi ce que lui a dit. Donc, comme ceux qui accusent ne connaissent pas vraiment l'histoire, ignorent les archives, font semblant que maintenant on peut discuter, on peut juger un livre d'histoire sans regarder l'histoire. Ça c'est dystopique, c'est vraiment, il y a un problème cognitif qui naît selon moi aussi de tous ces procès internationaux, de criminels internationaux qui vraiment sont dystopiques. Tu écoutes ça, tu dis putain, ben, c'est stalinien ce truc. Vraiment, juste Staline arrivait à condamner des gens comme ça sur des procès un peu sans fondement. Donc, ce que moi je dis déjà, disons cette situation que j'ai vue, parce que moi je suis externe là, j'ai pas de parti pris, je regarde et je dis oh, il y a 2 personnes qui sont accusées par 5 avocats. Eux, ils amènent 18 témoins qui racontent l'histoire et comment ils sont arrivés à certaines conclusions dans leur livre. Pourquoi ils ont repris certaines choses que des personnes très importantes ont dit, comme Luc Marshall. Et l'autre côté, elle va dire non. On peut pas faire une discussion historique ici. On va pas faire ça. On va juste regarder le mot génocide, comment il a été utilisé, comme il a été utilisé entre guillemets. Ça veut dire le questionner. Et ça aussi c'est très raciste. Pourquoi? Parce que on veut juger, d'ailleurs ça c'est aussi un peu dystopique, on veut juger l'histoire
du Congo, excuse-moi, du Rwanda, sans un Rwandais. Il y a 3 enfants là de 30 ans, des universitaires, un certain François Piton, une autre Hoffman, et après il y avait cette dame Koulibaly, voilà. Et 3 jeunes qui n'ont, à part ce Florent Piton qui a écrit assez sur le Rwanda, mais bon, il est très jeune, hein. Ce serait facile d'être manipulé par... Et d'ailleurs, j'ai vu quelque chose de très grave, j'ai lu un de ces articles qui parlait de l'histoire, comment écrire l'histoire du Rwanda, non? Et le monsieur nous dit que lui, pour tout ce qui concerne la planification du génocide, parce que normalement un génocide est un génocide et pas des massacres de masse ou des massacres spontanés, quand on a un plan pour tuer toute une partie de la population, que ce soit pour des raisons religieuses, ethniques, etc. C'est un peu ça la définition de Lemkin, non, celui qui avait introduit ça aux Nations Unies. D'ailleurs, son histoire est incroyable. Si je ne me trompe pas, c'était lui qui s'était arraché tous les dents pour ne pas parler aux nazis. Bon, il avait quand même une histoire assez forte. Il a milité pendant des années pour faire passer cette convention aux Nations Unies. Le jour même qu'on l'a passé, il était toute seule. Ah, il faut que j'éteins là parce que... Il y a un con qui passe. Bon. Donc, pour retourner sur l'argument, je dis, c'est assez grave quand même que on a 18 personnes qui ont vécu les événements de première main, pas de seconde, pas de troisième, de première main. C'était des témoins directs des événements de 94, 93, 94. Et de l'autre côté, il y a 3 gamins universitaires, dont un seulement a écrit sur le Rwanda. Ah oui, et j'ai parlé, et j'ai lu un de ses articles sur comment écrire l'histoire. Et le monsieur, il dit un truc vraiment incroyable. Il dit, moi, je n'ai pas utilisé le mot germination, ce que j'aurais préféré au lieu de planification, parce que je sais qu'en France, c'est considéré du négationnisme. Donc le monsieur, il attaque, il est un témoin à charge contre Onana, parce que Onana, selon eux, met en doute certains aspects des événements, et lui, il s'auto-censure, il dit, je ne vais pas parler de planification parce que je sais que pour des raisons politiques et militantes, on n'a pas le droit d'utiliser ce mot, sinon on est taxé de négationnisme. Vous pouvez aller le lire, hein? C'est écrit en blanc et noir dans une interview qu'il a donnée sur comment écrire l'histoire du Rwanda. Donc vous, petite jeune là, vous êtes prêts à accuser un monsieur qui a écrit quand même 9-10 livres sur le sujet, qui a regardé tous les archives, que ce soit du Pentagone, des États, vraiment tous les archives possibles. Et lui, il veut donner son point de vue. Non, et il veut accuser ce monsieur, mais il s'auto-censure lui-même pour pas être traîné face à une cour en France. Donc on voit déjà le dégât que cette loi fait. Pourquoi le dégât que cette loi fait? Parce que les gens s'autocensurent par rapport à tout. Toujours sur la question de planification. Il y a eu l'avocat de... Comment il s'appelle là, de la communauté rwandaise de France. Non? C'est un avocat... Donc bon, premier point quand même, c'est 18 témoins contre 0, parce que les autres c'était tous des blancs qui n'ont pas vécu les événements directement. L'avocat là pro-FPR, Bernard Maingain, je sais pas, lui, il disait seulement on m'a raconté, ce qui est assez grave, venir comme témoin dire ça. Bon, vraiment quelque chose d'effrayant comme témoignage. Donc des oui-dire, un certain Doupaquier qui, oui, peut-être a aussi écrit beaucoup sur le Rwanda. Il est quand même, non, il est celui qui
pousse le plus. Il est toujours à côté de Kagame, même 30 ans après le génocide, encore en train de commémorations, on le voit là partout. C'est des gens qui existent, qui ont créé vraiment leur carrière sur des mensonges. Moi, je pourrais pas vivre avec moi-même, mais bon, vous savez, ici on a des super castagnes, ça c'est quelque chose de typique qu'on a en Italie. C'est normalement des Bangladeshis qui nous vendent ça et c'est super bon. Alors, juste pour finir, c'est que pour la question de la planification, ce juge, ce avocat-là de la, comment elle s'appelle là, de la communauté rwandaise de France, il pose la question à Luc Marshall. Ah, mais vous avez quand même envoyé des informations en Belgique où on savait qu'on allait tuer tous les Tutsis, on savait qu'il y avait un génocide comme ça. Et Luc Marshall, il a gentiment répondu à cette question de l'avocat à charge de la communauté rwandaise de France. Monsieur, désolé, mais la personne dont vous parlez, Jean-Pierre, qui nous avait alerté des tueries qu'il y aurait eu contre les Tutsis, c'était un agent du FPR. Et ça, c'est sorti pendant une... comment on dit ça? Ça s'est sorti pendant une... j'ai besoin encore de mon café mattutino. J'ai pas encore pris un café là, donc c'est sorti pendant le Arusha. Pendant le tribunal d'Arusha, sa veuve avait témoigné. Donc on voit que la contrepartie qui s'acharne à dire tout le temps, mais il y a eu planification, il y a eu planification, il y a eu planification. Et ils avaient 3 points. Le génocide entre guillemets, la question de la planification et quoi d'autre, je ne me rappelle plus là. De toute façon, on voit que même la question de la planification, le monsieur là qui travaille probablement des années que sur ça, il ne sait même pas qu'à Darusha, on avait mis en question tout ça parce que la veuve de cette Jean-Pierre qui avait donné l'information à Luc Marshall qu'il y aura eu des tueries à Kigali contre les Tutsis, c'était un agent du FPR. Et ça, c'est sorti à Darusha. Mais le problème de ces gens-là, les survies, les fédérations internationales des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme et tout ça, et la communauté, bon, Ibuka, bon, eux, ils ont des intérêts vraiment, ils vivent de ça, donc naturellement, ils continuent dans leur démarche malade. Et c'est des gens qui ne veulent pas regarder les archives, ni ceux de Arusha, ni ceux de rien d'autre. Donc là, on voit que un des points qu'ils avaient pour dire il y a eu planification, ça c'est tombé dans l'air, c'est tombé comme ça, c'était nul. Ça aurait suffi qu'ils se intéressaient. D'ailleurs, il avait aussi posé une autre question, toujours à Luc Marshall, et il s'était trompé de 2 mois de événements. Luc Marshall lui fait savoir, même s'il a 2 fois son âge, qu'il se trompe de 2 mois sur l'événement qu'il a évoqué là. Je ne me rappelle plus l'événement, mais c'était assez choquant de voir un avocat si peu préparé. Donc voilà, planification selon un certain Jean-Pierre, qui était un agent du FPR selon le tribunal d'Arusha, mais la contrepartie pose la question à Luc Marshall en pensant « Ah, on va faire un point, on va montrer qu'il y a eu quand même une planification ». Et l'autre chose vraiment dégueulasse, c'est 18 témoins qui ont tous vécu les événements, dont beaucoup de Rwandais, de tous bords, de tous les partis politiques, pas d'une partie seulement, des gens du FPR, des gens de tous les partis. Et de l'autre côté, 5 blancs qui veulent et prétendent écrire l'histoire de l'Afrique. Alors si les Français n'ont pas compris que, après Gbagbo, et ce qu'ils ont fait à Gbagbo, c'est fini leur manière d'écrire l'histoire. Moi, j'ai regardé ce que Survie et la Fédération internationale des droits de l'homme ont écrit sur Gbagbo. D'ailleurs, Survie a changé leur point de vue seulement parce que des amis militants ont vraiment travaillé sur ça. Mais ils ont travaillé à des niveaux que vous ne pouvez pas imaginer.
Et ils les ont informés jusqu'à qu'à un certain moment, ils ont commencé à changer. Mais ils ont tout laissé là. Moi, vous pouvez même lire un article que j'ai écrit là-dessus, où vous voyez que c'est eux qui parlent de Gbagbo Escadron de la mort. Même si la Cour de Paris, d'appel de Paris, avait dit que c'était de la désinformation. Bon, je vous laisse là et je dois aller dans un magasin pour voir pourquoi mon ordinateur ne marche plus. Au revoir.